Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième café Géodéo de rentrée. Cet événement est organisé par le Conservatoire d'espaces naturels et la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France. Et il est financé par le Fonds Vert dans le cadre de la collection Géodéo, sachant que la collection a été labellisée cette année, année des géosciences 2024-2025. Géodéo, c'est une collection d'outils de vulgarisation qui a été créée en 2022, donc une collection de vulgarisation sur la géologie qui a un ancrage régional dans les thématiques qu'elle aborde. Donc aujourd'hui, c'est 11 films de 2 à 3 minutes sur des sujets variés comme l'ouverture du détroit du Pas-de-Calais, la formation de la craie et du charbon, ou encore la formation de la plaine flamande, dont Francis va nous parler un peu en partie là tout de suite. C'est aussi 6 paléo-environnements, donc qui sont des représentations de paysages régionaux à une époque donnée, qui sont issus de la rencontre entre la connaissance scientifique que nous avons de ces époques et la vue d'un artiste. C'est un ouvrage, Monde merveilleux des temps passés, qui permet de découvrir les êtres vivants qui vivaient dans ces environnements. Et tous ces outils sont téléchargeables gratuitement sur le site du conservatoire. Nouveauté 2024, les cafés Géodéo, donc, qui sont un cycle de webinaires pour compléter les outils déjà produits et permettre aux usagers et aux autres curieux de poser les questions aux experts qui ont participé à produire les ressources. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Francis Mélier, professeur honoraire à l'Université de Lille et directeur de la Société géologique du Nord, qui va nous parler de l'estuaire de la plaine maritime flamande sous un angle assez intéressant. Et ça promet d'être passionnant. Donc, je lui laisse la parole pour se présenter plus amplement s'il en a besoin et puis lancer sa présentation. Merci. Merci au CEN de faire cette organisation et puis de m'avoir invité, d'avoir fait cet honneur-là. Alors, comme je ne suis pas provoquant du tout, l'estuaire de la plaine maritime flamande est-il habitable? Cette photo prise quelque part sur le Platier d'Oie montre qu'effectivement c'est habitable, mais que c'est sans arrêt sous la menace de la mer, bien sûr, et on sait très bien que c'est pas un problème de déplacement vertical, puisque c'est surtout l'eau qui peut gagner sur la terre, et puis de temps en temps l'eau qui se retire très très loin. C'est justement la perspective géologique qui va nous intéresser aujourd'hui, parce que quand on pose la question est-ce que c'est habitable, on a l'impression qu'il faut répondre à l'échelle de la vie humaine, c'est-à-dire là, dans l'immédiat. Non, tel que c'est là, évidemment, il y a quelques travaux à faire. Mais nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de regarder ça dans une perspective de plusieurs milliers d'années, quelques millions peut-être, mais quelques milliers d'années, et surtout comprendre comment ça évolue en permanence. Voilà. Alors, donc voilà cette très belle image qui a été composée par l'équipe de l'AGUR, l'agence d'urbanisme de Dunkerque. Et lorsque Xavier Tchaïkovski, que je remercie encore de nous avoir fourni cette image, a projeté ça, moi j'ai tout de suite fait un bond parce que je me suis dit c'est très rare d'avoir une vue cavalière comme ça sur l'estuaire de l'Aa, estuaire complexe qui est pas spécifique à l'Aa seulement et qui constitue ce qu'on appelle la plaine maritime flamande, ou au moins côté français. Et on va passer notre temps à essayer de comprendre comment ce paysage naturel s'est composé et comment il évolue en permanence. Et pourquoi cet intérêt-là? Ben parce que, comme vous le savez tous, depuis un an, on en parle beaucoup et ça a fait l'objet aussi de beaucoup de discussions au niveau national. Et puis maintenant, il y a beaucoup d'autres sites qui parlent aussi des inondations subies depuis un an. Alors, ce territoire-là, quand on parle d'inondation, ben, vous voyez, une inondation, moi j'appelle ça un excès temporaire d'eau courante quand même. Et par rapport à la situation de référence, oui, mais qui est-ce qui fixe la référence? Bah, c'est évidemment les hommes qui habitent dessus. Et les hommes qui habitent dessus, le but de cette vue réalisée par Lagur, c'est de montrer justement l'occupation humaine de l'estuaire. Et on a vu sur la photo du Platier d'Oie quand même que l'estuaire, il est quand même au ras de la flotte et donc il est sensible. Si en plus il est pris par derrière par des inondations qui arrivent par la rivière, là ça commence à devenir compliqué.
Donc on va essayer de décrypter un petit peu tout ça parce que on a ce qui m'a poussé à proposer ça, c'est que, quand même, on a l'impression que les gens qui sont installés et puis ceux qui les ont fait s'installer, sur ce territoire-là, ils oublient un petit peu que c'est un paysage naturel qui est en évolution permanente. Et donc, bon, pas étonnant, si quand l'eau vient, périodiquement, sur un endroit où vous êtes installé, à un moment donné, il faut quand même se poser la question: «Est-ce que c'est moi qui suis pas à ma place ou bien est-ce que c'est l'eau qui n'est pas à sa place et qui se trompe de chemin?» Voilà. Alors, cette présentation, elle va en continuité avec celle qu'a présentée Alain sur les paysages qui évoluent. Cani vient de rappeler que vous pouvez les télécharger sur le site du CEN. Et puis, elle évoque aussi, alors elle s'appuie également un peu sur la présentation faite par Patrick Auguste, qui montre que là aussi, des populations sont capables d'évoluer dans un paysage comme ça, voilà, avec le paysage. Regardons un petit peu ce qu'il est, ce paysage. De quoi est-il composé? J'évoque ici en bas un bouquin, et je remercierai jamais assez l'ami qui m'a offert ce petit bouquin et que je recommande à tout le monde, 20 000 ans, par Stéphane Durand, et qui est un biologiste, mais qui nous fait une très belle démonstration de biologie, certes, mais également de géologie et de paléoclimatologie. Comment, depuis 20 000 ans, la France a été peu à peu recolonisée par différentes espèces biologiques du sud vers le nord. Et ça, je pense qu'il faut absolument méditer ça et s'en inspirer. Et puis 20 000 ans, c'est rien du tout à l'échelle géologique. Alors, de quoi est composé le territoire? D'abord, il y a un relief. Il y a un relief qui est l'anticlinal du Boulonnais, on va en reparler beaucoup. Ensuite, il y a la mer. On a vu la photo du Platier-d'Oie. Et la mer, eh bien, elle provoque des contraintes par les variations verticales du niveau et puis aussi par la houle. On verra ensuite. Et puis, il y a évidemment les aléas météo qui arrivent là-dessus. Donc, depuis un an, on a quelques aléas météo dont on avait oublié l'existence, puisque cette arrivée a succédé à peu près à 2 ans de sécheresse. Et puis là-dessus, dernier type d'acteurs, les vivants. Je dis les vivants parce que c'est pas que l'espèce humaine. Et il n'y a aucune raison que l'espèce humaine considère que le territoire a été fabriqué pour elle. Donc, c'est l'ensemble des vivants qui ont leurs activités propres, qui ont leurs moyens propres. Simplement, il y en a une d'espèce, c'est l'espèce humaine, qui, elle, s'est dotée d'outils qui poussent très très loin les interventions et donc qui sont en interaction avec les autres acteurs. Et c'est justement ça ce qu'on va regarder, parce que chacun des acteurs fonctionne sur un pas de temps qui lui est propre. La question des modifications de relief, ça relève de la tectonique des plaques et de la géologie. L'unité de temps elle tourne autour du million d'années. La mer, là, au contraire, on sait, la mer et puis les courants marins, on sait que c'est des choses qui varient avec une régularité qui peut être quotidienne, c'est l'histoire des marées, ou annuelle, bon, parce que c'est saisonnier. Les aléas météo, ça c'est clair, ça peut varier d'heure en heure, ça varie à la journée, ça varie de façon saisonnière également, annuelle. Et puis le vivant, ben là ça dépend des types de vivants, et puis il y a des rythmes, pour tous, il y a des rythmes qui sont emboîtés. C'est pas un seul rythme pour une seule espèce. Donc on va essayer de regarder parce que un petit peu plus près ces interactions parce que c'est là que ça frictionne et c'est là qu'il peut y avoir des problèmes. Et si l'espèce humaine a quelques problèmes avec les aléas météo et avec le relief, c'est parce que elle oublie complètement le mécanisme d'interaction entre tout ça. Et ce mécanisme d'interaction, eh bien, je vais le résumer pour simplement le couple érosion-sédimentation. Quand on a un relief, quel qu'il soit, sur la planète, sur la Terre, et qu'il y a les enveloppes fluides, c'est-à-dire l'atmosphère avec ça, avec la flotte, etc., qui passe dessus,
il y a forcément des aléas météo et des précipitations, de l'eau, de la neige, de la grêle, etc. Partout, quel que soit le relief, quelle que soit la dimension du relief, partout, on a le même processus, c'est-à-dire une espèce de canal qui se produit à l'amont et où il y a érosion, c'est-à-dire que la pluie, les précipitations vont embarquer du matériel qui constitue le relief, qui constitue le sol, et puis qui va aller le déposer plus bas, vers l'aval. Et ici, on est sur une montagne, mais ici, on est simplement à l'échelle d'une petite carrière dans un petit chemin, une carrière un peu abandonnée. C'est du sable, du coup, c'est spectaculaire, mais c'est pareil. On a la partie amont où il y a érosion, et puis il y a la partie aval ici, avec, alors si vous dites que c'est 1 mètre de large, bon, bah ça va, vous maîtrisez bien, mais vous pouvez imaginer que c'est le delta du Nil, c'est pareil, c'est exactement la même organisation. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas une histoire de taille. Les objets ne dépendent pas que de la taille. Ce sont les mécanismes fonctionnels qui sont derrière. Et donc déjà, je vais employer pour une première fois un mot que je répète très souvent. Il faut une approche systémique pour comprendre comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne avec des facteurs communs comme ça. Voilà. Alors, on fait un petit rappel purement théorique que normalement, en tout cas pour les gens de ma génération, ce genre de choses, on l'apprenait au primaire. On sortait du primaire en sachant quand même qu'une rivière, il y avait un profil en long avec l'amont, où il y avait de l'érosion, et puis l'aval, où il y avait de la sédimentation. C'est-à-dire que les matériaux qui sont arrachés à l'amont, ils sont redéposés vers l'aval, sur un parcours qui est plus grand. On sait que à chaque fois qu'il, c'est pas constant, c'est-à-dire comme il pleut pas de façon constante, et ben, l'érosion n'est pas constante, c'est par à-coups et de temps en temps, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a une partie de l'eau qui s'infiltre et qui alimente qui est gardée en nappe souterraine et qui relâche des sources et du coup, on peut avoir des à-coups, très variables en quantité, donc c'est pas constant. Heureusement, parce que quand on voit la vallée d'Aspe, s'il y avait ce genre de coulée qui se faisait de façon constante, quand même, on pourrait se dire que quand même, là, c'est vraiment catastrophique. Et pour ceux qui regardent l'application du BRGM InfoGéol, que vous pouvez avoir sur votre tablette ou sur votre smartphone, eh bien, vous regardez la vallée d'Aspe et là, vous comprenez tout de suite le village de Urdos, qui est certainement très beau parce que je ne connais pas du tout. Là, j'y suis jamais allé, mais j'ai regardé sur la carte géologique. Eh bien, là où il a mis sa piscine, là où il a mis, pardon, son camping, c'est effectivement le meilleur endroit pour remplir une piscine, naturellement. Voilà. Donc, à partir du moment où vous dites ça, c'est brutal pour les habitants. Je suis bien d'accord, j'en suis désolé. Mais en tout cas, c'est une vérité qui peut être comprise de tout le monde, a priori. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de diffuser pour que les gens soient en capacité eux-mêmes de comprendre et de choisir les endroits où ils vont s'installer. Évidemment, si on a une coupe en long comme ça, on a aussi une coupe en travers, un profil en travers. Et alors là, je ne justifie pas le côté dissymétrique aujourd'hui, ça fera l'objet d'un autre travail. Dans quelques semaines, les Annales de la Société géologique du Nord vont publier une nouvelle série d'articles en ligne et là-dedans, j'ai fait un article qui fait un peu le bilan sur le profil en long de l'A, du fleuve AA. Et donc, bon, vous pourrez toujours regarder ça. Et il y a un travail qui est commencé, qui sortira l'année prochaine, sur le profil en travers aussi. J'ai retenu ici un profil en travers qui est dans la partie aval, c'est-à-dire où il y a de la sédimentation, pour bien mettre en évidence quelque chose qui est tellement commun qu'on ne le regarde plus dans une grande partie de la moitié nord de la France. On a des vallées larges, évasées, à fond plat. Et ça, le fond plat est caractéristique. Si le fond est plat, c'est parce que ce sont des alluvions qui se sont empilées là-dessus. Donc c'est ce que je disais avant, les alluvions ont pris à l'amont,
sont érodés et viennent se déposer à l'aval, les uns sur les autres. C'est exactement le principe du ragréage de l'artisan qui se prépare à poser un carrelage. C'est exactement le même principe. Chaque inondation amène une partie d'alluvion qui va s'étaler ici. Voilà, on reviendra là-dessus après. Ça paraît tout simple comme ça, et pourtant, on peut se dire que la plupart des promoteurs, de ceux qui imaginent des constructions, ont l'habitude de mettre ça à la poubelle. Et je prendrai qu'un seul exemple, mais je suis d'accord, il fait mal, c'est vrai, mais il s'était reproduit tellement de fois et il va se reproduire encore dans les mois qui viennent que bon, il faut en être conscient. Donc voilà l'endroit, un bout de carte géologique où là arrive à la Monte Saint-Omer dans ce qu'on appelle le marais de Saint-Omer. Le marais de Saint-Omer est bien connu pour être un lieu de production maraîchère vraiment très importante, et c'est donc une activité économique importante, certes. Il faut dire que la ville de Saint-Omer, si vous regardez bien la carte géologique, je cherche ma flèche, là voilà, la ville de Saint-Omer, elle est sur une petite bosse qui est formée qui comporte du sable. Les taches orange, là, un orange appuyé, ça c'est du sable. Tout ce qui est crème, là, c'est du limon. Mais il y a du sable. Et la ville de Saint-Omer, elle s'est installée là-dessus, hors d'eau, en dehors du marais. Le marais l'a entouré. Mais évidemment, il faut revenir aussi, il faut voir les variations dans le temps. Or, on a parlé histoire tout à l'heure, on a commencé avec l'image du Platiédois. Eh bien, il y a à peu près 1000 ans, un peu plus de 1000 ans, lorsque la ville de Saint-Omer a commencé à vraiment à se fonder, à se mettre en place, eh bien, on a eu aussi un certain nombre de voisins, de futurs voisins, de futurs amis qui venaient du nord. Donc, les Frisons, les Normands, les Francs, etc. Enfin, surtout les Frisons, hein, qui sont descendus, et puis des Saxons, et qui sont descendus, et c'était un moment où le niveau de la mer était élevé. À partir du IIIe siècle à peu près, fin IIIe siècle, le niveau de la mer est monté, et il est monté jusqu'à peu près le Xe siècle, neuvième, Xe siècle. Ça fait quand même quelques centaines d'années pendant lequel le niveau de la mer est monté. Si le niveau de la mer est monté, ça veut dire que dans les fleuves, on pouvait rentrer plus facilement, pénétrer plus facilement à l'intérieur des terres. Et c'est comme ça que les envahisseurs sont venus, etc. Bon, et je reviens pas là-dessus, ça c'est de l'histoire. Mais ça justifie la localisation d'un certain nombre de villes et de fortifications et pourquoi les gens se sont implantés là. Parce qu'on peut se dire, c'est quand même un peu curieux d'être allé s'installer dans l'eau. Non, au départ, ça ne s'est pas installé dans l'eau. Voilà. La- pour Blandec, dont on a beaucoup parlé, Blandec et Arc, l'histoire est un petit peu différente. C'est pas les envahisseurs, là. On est à la partie aval de là où la pente est encore marquée. La rupture de pente, elle se fait ici entre Blandec et Arc. Et là, il y avait du courant. Il y a toujours du courant assez fort. Si bien que vers le XIe siècle, quand en Europe est arrivée la technologie des moulins à eau, eh bien, on a installé ici à Blandec, on a installé quelques moulins, et il y a toujours actuellement des moulins qui fonctionnent ici, parce que la force de l'eau était vraiment intéressante à exploiter. Et donc, ça a donné le début de la construction du village de Blandec, etc., etc. Bon, c'est bien, mais déjà à cette époque-là, il y a des moments où ils ont dû avoir des inondations. Bon, mais visiblement, on n'a pas suffisamment retenu la leçon, puisque quand on voit la commune de Arques, elle s'est installée dans une zone qui est entièrement plate. C'est parce qu'elle est plate justement qu'ils sont installés là, mais c'est rien que des alluvions. Le FZ qui est là, c'est rien que des alluvions. Donc c'est mon fond de vallée plat sur l'image précédente. Et donc on comprend que ça soit installé. Encore une fois, c'est tellement plus pratique de construire là où c'est plat.
Sauf que si c'est une éponge, si c'est une baignoire, faut pas s'étonner aussi que l'eau revienne régulièrement. Et encore, la carte géologique, le fond topographique de la carte géologique, il date des années 60, du début des années 60. Si vous comparez l'occupation du sol ici à l'image actuelle, là sur image satellite, alors là, c'est bon. On se dit que tous ceux qui ont développé l'urbanisme depuis le lendemain de la Deuxième Guerre, quand même, ils étaient un petit peu inconscients. Voilà. Ici, vous avez Arcopal, enfin la cristallerie d'Arc, qui se trouve à l'abri. Elle était en dehors de l'eau, mais tout le reste à côté, vous voyez tout ce développement-là, il n'existait pas au début des années 60 dans cette partie-ci. Bon, je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin. Tout le monde est en capacité, et je l'ai déjà diffusé abondamment, ça, tout le monde est en capacité de comprendre ce que ça veut dire et donc de réfléchir sur ce qu'il y a à faire après. Alors, pour cette première partie, j'ai été un petit peu lourd, j'ai conscience, mais je pense que c'était ce qui avait vraiment le plus important à dire. On va retenir, je retiens l'idée d'Alain Transo, ce que l'on peut retenir. C'est une très bonne idée. Donc voilà, une première séquence. Pour qu'il y ait un événement comme ça avec de l'inondation, il faut d'abord qu'il y ait un événement météo. S'il n'y a pas d'événement météo avec la pluie, bah, on n'aura pas cette inondation. Donc en l'occurrence, cet événement météo a fait tomber beaucoup d'eau sur un relief et ça a diffusé largement tout autour. Ça donne de l'infiltration et du ruissellement. Ben alors, voilà. Et ensuite, ça passe en dessous ça transite soit par le sol, soit par la surface. Alors en infiltration, ça transite en souterrain et ça va dans des réservoirs, ça alimente des sources, ça alimente des rivières. En ruissellement, ça traîne sur le sol sur différents types de réseaux, y compris les réseaux que l'espèce humaine ajoute là-dessus. Et on a donc différents drains, des fleuves, des canaux, des fossés, etc. Et tout ça est repris par évaporation, évapotranspiration, et c'est recyclé. Donc, cette boucle, cette boucle-là fonctionnelle, on la connaît. C'est le grand cycle de l'eau, c'est le petit cycle de l'eau, vous pouvez la décliner partout, on connaît ça très bien. La seule chose, et pas comme ça il faut que je le dise, la boucle est bien connue. Mais pour gérer ça, il suffit pas seulement de faire un travail de plombier, à calculer les tuyaux à mettre et leur diamètre et où faut-il les placer. Il faut aussi connaître le territoire sur lequel ça se produit. Parce que tous ces transits-là, ils sont variables selon la nature des terrains et la structure des terrains. Donc on va regarder ça maintenant. Si on passe au territoire, on a la chance d'avoir au pied du Blanc-Nez, du Grand Blanc-Nez, on a on a un modèle réduit de bassin versant. Si vous montez en haut du Blanc-Nez, là, vous voyez tout d'un seul coup d'œil, vous voyez tout ça. C'est vraiment le modèle réduit. Il y a ce qu'on appelle une ligne de partage des eaux, c'est-à-dire que quand il pleut, l'eau qui ruisselle va être drainée par ruissellement ici et récupérée en fond de vallée par un cours d'eau qui, ben, comme on est dans la craie, elle finit par être infiltrée, complètement infiltrée. Et l'infiltration est tellement efficace que ça disparaît avant d'atteindre la côte. Bon, Alain Transo nous a expliqué que cette côte, elle évolue dans le temps, elle recule, et, mais l'infiltration a été quand même plus rapide, puisque le recul de la falaise n'a pas permis à l'eau d'arriver en bordure de côte, sur le trait de côte au- au dernier moment, c'est recoupé. Et donc, ça nous permet, cette falaise-là, ça nous permet de voir la différence entre la craie qui est complètement poreuse et aquifère au-dessus, d'une craie qui est un peu plus argileuse, et donc un peu plus imperméable, et sur laquelle l'eau va ruisseler. Et donc, c'est pour ça que
on a des captages qui sont possibles dans la partie qui est aquifère ici. Et puis, on a une station de pompage qui récupère vraiment à la base. La station de pompage, elle est juste derrière, ici, en haut du petit canyon. Et sinon, c'est le seul endroit où on peut voir sur place, à l'échelle du terrain, ce que c'est qu'une nappe souterraine, une nappe d'eau qui émerge de la falaise comme ça. Voilà. Si on passe à l'échelle régionale, notre bassin versant du Boulonnais, là, du Blanc-Nez, c'est tout petit ici, là, au pied du Blanc-Nez. Et à l'échelle régionale, eh bien, quand on regarde le tracé des rivières, alors c'est merci à Clément Terrier, l'équipe de CAE qui prépare ces cartes-là, et la première information que donnent ces cartes-là, c'est la densité du réseau hydrographique. On voit bien qu'on devine bien que là où il y a davantage de bleu, ici, c'est-à-dire la Flandre, eh bien, c'est beaucoup plus imperméable qu'en Picardie, ici, où c'est la crête. Ben, Picardie, Normandie, il n'y a pas beaucoup de, il y a pas grand-chose parce que l'infiltration est très forte, alors qu'ici, le ruissellement est beaucoup plus important. Ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est l'organisation. L'organisation en bassin versant, on l'a vu à l'échelle d'un petit bassin versant, mais on voit que de façon emboîtée, il y a des bassins versants majeurs qui sont séparés par des lignes de partage des eaux majeures. Et alors ici, tous les petits fleuves côtiers coulent tous dans la même direction vers la Manche et sont parfaitement linéaires. Ici au nord, les rivières principales coulent vers le nord-est. Il n'y a que leurs petits affluents qui viennent vers les drains, vers ces rivières principales, mais toutes les rivières principales coulent vers le nord-est. Et puis ici au sud, eh bien, on a une espèce d'organisation de telle sorte que l'Oise, qui est ici, sert de gouttière et récupère toutes les eaux qui ruissellent par la Serre, l'Aisne, la Marne, et même la Seine, j'ai dit la Serre là-haut et la Seine plus bas, donc, qui sont récupérés comme ça par l'Oise. Voilà. Et bon, ça c'est bien. C'est l'eau de surface, puisque j'ai mis ça sur une surface complètement plane. Mais si on met le relief maintenant, là ça devient intéressant, mais en même temps ça devient curieux. Ça devient curieux parce qu'on se dit, alors, on comprend bien que l'eau qui est ici, dans le bassin de l'Oise, bon, elle n'est pas envie de traverser l'Ardenne, c'est bien, et donc elle est récupérée ici par l'Oise. Mais on a quand même la Meuse qui traverse l'Ardenne. Tiens, c'est bizarre ça. Bon, comment ça se fait? Une rivière qui arrive du sud, et puis qui tout d'un coup monte sur le relief et passe de l'autre côté et redescend là-bas de l'autre côté. Ça, c'est un peu curieux. Et puis, autre chose aussi, on a toujours dit, et moi aussi je l'ai fait, et maintenant j'ai compris que c'était une erreur, mais on a toujours dit que l'anticlinal du Boulonnais, les collines d'Artois qui sont ici, c'est la ligne de partage des eaux. C'est pas si simple que ça, parce que la ligne de partage des eaux majeure, elle est dessinée ici, et vous voyez qu'elle est sacrément tordue, c'est-à-dire que c'est pas une ligne structurale simple. Et puis, si vous voulez un argument supplémentaire, et là, je suis d'autant plus content que c'est pas moi qui l'ai trouvé, euh, Pinchemel avait montré déjà auparavant que cette ligne de partage des eaux majeure qui est ici, elle passe à travers l'anticlinal du pays de Bray, c'est comme s'il n'existait pas, totalement indépendante. Ça veut dire quoi, quoi? C'est bizarre, ça. Jean Sommet, de son côté, il avait remarqué que la Sambre, qui est ici, et puis la partie amont de l'Escaut, qui est ici, sont emboîtées. Elles ont la même forme. À un détail près, c'est que l'Escaut, il est à 20 mètres d'altitude et que la Sambre est à 120 mètres d'altitude. Et il avait remarqué aussi que dans les deux cas, en rive droite, les deux rivières ont un réseau d'affluents qui est très étendu en rive droite. Tout se passe comme si la Sambre et l'Escaut étaient sur une pente qui était drainée par des rivières. Alors pourquoi la Sambre est suspendue ici?
je ne répondrai pas aujourd'hui, c'est pas le sujet. Mais l'explication est très simple. Mais ce que je veux surtout retenir, dire de ça, c'est que ces choses qui paraissent bizarres, comme passer comme ça, et sans que ce soit, c'est pas la structure tectonique qui est la ligne de partage des eaux. Ça veut dire en fait que, comme ce sont les eaux de surface, ce sont des eaux qui réagissent très vite, avec un pas de temps très court par rapport à l'évolution du territoire. Et donc, le réseau hydrographique nous révèle, comme il est le plus jeune, l'acteur le plus jeune, il nous révèle qu'en fait le terrain en dessous continue de se déformer et que la déformation n'est pas nécessairement conforme avec les structures anciennes, antérieures. Donc ici, on a effectivement la Meuse qui passe à travers l'Ardenne. Ça veut dire quoi? L'explication la plus simple, elle a été suggérée en 1874, elle est démontrée maintenant, c'est que en fait, la rivière existait avant que le relief ne se lève. Et c'est pour ça que on dit que l'Ardenne est un jeune massif ancien, parce que c'est un relief qui est jeune, qui est en train de se lever. Et en se levant, l'érosion de la vallée nous montre sur la vallée qu'il y a en dessous déjà une chaîne de montagnes anciennes qu'on ne connaissait pas par ailleurs. Bon, voilà. 6, tu as 25 minutes. Déjà? Oui. Oh là là. Donc, euh, et alors ça veut dire aussi que finalement, l'eau qui paraît ici diverger de ce point-là, en fait, elle n'est pas du tout, elle vient pas d'un point haut. Les points hauts, ils sont ici. Voilà les quatre points culminants de la région, ils sont séparés. Donc je passe. Donc, de cette phase-là, on peut retenir que la notion d'équilibre on pense toujours que les paysages sont équilibrés parce que à l'échelle de la vie humaine, on ne les voit pas bouger, mais on a l'impression que, en fait, c'est un anthropomorphisme. Cet équilibre est en permanence, il est dynamique. Je prends l'exemple du terri, pourquoi? Parce que le terri, c'est pas parce qu'il est artificiel, mais le fait qu'il soit artificiel, vous savez comment a été construit un terri, on fait tomber de haut, on fait tomber des cailloux. Et donc la pente qui est là, c'est l'équilibre spontané des cailloux sans que personne ne soit venu les consolider, les mettre en place. Donc on est toujours à limite d'équilibre. Et quand il pleut dessus, on sait très bien que il peut y avoir de l'érosion et il peut y avoir des cailloux qui descendent. Et justement parce que quand il pleut, ça, on modifie les équilibres. Et bon, bah, il y a une anecdote pour ça, mais peut-être que ça sera pour les questions. Donc cet équilibre, il est dynamique. Et s'il est dynamique, ça veut dire que il faut regarder l'évolution dans un cadre systémique, c'est-à-dire comprendre comment l'ensemble fonctionne. Alors là, on revient à une carte et on reprend les travaux de sommet et on recule un petit peu dans le temps. Là, on prend l'ensemble du quaternaire, voilà l'échelle de l'ensemble du quaternaire. Les Néerlandais, les Belges, et puis Jean Sommet pour la France, ont démontré que pendant cette période dite Pléistocène, se sont déposés un certain nombre de sédiments beaucoup plus épais dans la partie nord, la côté Pays-Bas, et beaucoup plus minces ici, à la limite avec le continent, la partie émergée. Et Jean Sommet a bien montré qu'il y avait une progression. On a les sables au loin, on a les limons très fins à l'arrière, et puis on a des choses intermédiaires entre les deux. Ça, c'est pas étonnant. Alain Transo, il n'en a pas trop parlé, mais il aurait pu. euh, il nous a expliqué qu'avec la mer du Nord, puisque ici on avait l'anticlinal du Boulonnais qui était formé, et puisqu'il nous a raconté l'histoire de son ouverture, euh, il y avait l'anticlinal du Boulonnais qui formait ici un relief, et donc il y a un courant naturel là, de houle qui distribue les sédiments comme ça. C'est-à-dire que quand les sédiments sont repris et
font ce type de voyage. Et là, c'est bien connu, puisque c'est tout l'ensablement de la partie flamande de la côte est de la mer du Nord, comme ça. J'essaye d'accélérer. Et là, c'est pour rappeler que Alain nous a expliqué bien en détail la façon dont le détroit du Pas-de-Calais, le fleuve Manche, a coupé ici par une cluse l'anticlinal du Boulonnais qui est ici, vers 450 000 ans. Il y a probablement un autre épisode aussi, vers 160 000, mais Alain n'a pas trop parlé. Et puis récemment, c'est puisqu'il y a de gros projets industriels qui se font ici dans la région de Gravelines-Bourbourg, eh bien, il y a eu des études archéologiques, archéologie préventive, et c'est Laurent Descottes, un autre de nos collègues, a, qui a coordonné les travaux et le rapport publié alors, au Bulletin de la Société géologique de France et le rapport de ça qui a permis de bien comprendre d'abord comment la transgression dite calaisienne a amené un paquet de sable derrière, et puis ensuite la régression qui s'en est suivie, et puis au-dessus, ce qu'on a appelé pendant très longtemps, depuis 100 ans, depuis Dubois 1924, on a appelé ça la transgression dunkerquienne. Mais Laurent nous explique qu'il faut se méfier avec cette expression de transgression dunkerquienne parce que les difficultés, les variations, je ne vais pas prendre le temps de le dire maintenant parce que ça, c'est un petit peu trop long. Mais bref, les dépôts très fins qui sont ici au-dessus sont tellement ubiquistes qu'on n'est pas sûr de bien savoir différencier les âges des uns des autres. Et donc, tous les dépôts qui sont au-dessus, qui sont revenus, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui sont revenus ennoyer ça quand la mer est montée vers le Xe siècle. Eh bien, après, la mer a commencé à redescendre, en tout cas, elle s'est stabilisée un peu Xe, XIe, et parallèlement, des habitants sont venus essayer d'occuper le terrain, et ça a été et le valoriser du point de vue agricole, et ça a été le début de l'installation, de la poldérisation. Voilà. Donc je passe là-dessus, on y reviendra s'il faut. Je prends un peu de recul là, en plus cette fois. Et on va regarder, et il nous reste un dernier élément pour comprendre comment notre paysage il s'est installé. On remonte loin, puisque cette fois on remonte au début du tertiaire, à l'Éocène. Il y a ce que j'appelle le refroidissement climatique. Ça, c'est mon côté calme, ça. Donc effectivement, on sait que les températures baissent. À l'Éocène, elles étaient très élevées, avec une quantité de gaz carbonique à peu près 4 fois supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui dans l'atmosphère. Et on a eu beaucoup de relief parce qu'il y a eu beaucoup de montagnes qui se sont construites à cette période-là. L'altération de ces montagnes a consommé beaucoup de gaz carbonique et du coup, ça a fait baisser le niveau de gaz carbonique et ça a entraîné un refroidissement durable. Et entre autres, dans les activités tectoniques des plaques, hein, puisque ces montagnes résultaient de la tectonique des plaques, il y a eu l'ouverture du passage de Drake entre le continent antarctique et l'Amérique du Sud. Et une fois que ça s'est ouvert, ça a considérablement modifié tout, puisque d'un seul coup, pour des raisons astronomiques, le continent étant ici autour du pôle, il y a un courant marin qui s'est installé et qui s'est mis à tourner dans ce sens-là et à isoler complètement l'Antarctique. Et c'est ça, vous trouverez les détails dans le bouquin de Rammstein, et c'est ça qui justifie le fait qu'à depuis 34 millions d'années, il y a une calotte glaciaire qui, peu à peu, s'est développée sur l'Antarctique. On a la même chose dans le Nord. On a la même chose dans l'hémisphère nord, autour du Groenland, mais là, c'est à 3 millions d'années seulement. C'est-à-dire que la mer de Baffin, ici, ça s'est ouvert aussi aux alentours des 3 millions d'années. Et du coup, il y a un courant qui s'est mis en place ici pour la même raison, puisqu'on est à côté du pôle.
il y a un courant qui s'est mis en place autour de ce massif de terre, de ce continent, et qui a contribué à l'englacer. Bon, c'est cette calotte glaciaire qui est en train de fondre actuellement. Sur cette carte-là, j'ai reporté la calotte glaciaire maximale, l'étendue glaciaire maximale d'après Gupta, à un moment donné, puisque en fait il y a eu plusieurs glaciers vers le Canada, en Scandinavie, les îles britanniques, en Russie, etc. Et de temps en temps, ils étaient regroupés. Alain a parlé l'autre jour du lac Agassiz. Vous avez également le Niagara qui est ici, et puis le Saint-Laurent, le fleuve qui est là. Et de l'autre côté, vous avez quoi? La Manche, et la Baltique, le lac Ladoga et tous les grands lacs qui sont là. Ce sont les produits de fusion progressive de la calotte glaciaire et dont les restes s'égrènent autour de cette trace. Alain nous a expliqué ce processus-là, le fleuve Manche qui s'est ouvert. Il nous a expliqué le lac proglaciaire. Ici, j'ai mis en tireté la trace de la plus méridionale d'après Gupta, aux alentours des 450 000 ans, quand ça s'est ouvert ici pour la première fois, quand le lac a débordé pour la première fois. Et en clair, ici, c'est la limite d'il y a 20 000 ans, c'est-à-dire au moment où le niveau marin était 150 mètres plus bas qu'aujourd'hui. 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui, pardon. 120 mètres plus bas, il y a 20 000 ans. Si vous calculez, ça fait du 6 millimètres par an. 6 millimètres par an, ça n'a rien de scandaleux comparé aux chiffres qu'on nous annonce comme catastrophiques aujourd'hui et qui sont du même ordre, voire même un petit peu moins. Hop, pardon, là je suis allé un peu vite. Et parce que je voulais vous dire que cohérent avec cette histoire-là, eh bien, ici, il y a ici orangé le croissant de limon Pléistocène, enfin, des limons glaciaires, dont Pierre-Antoine nous parlera la prochaine fois, et qui nous marque les différentes glaciations. Et en même temps, on voit bien que toutes les rivières qui sont ici, et ça va jusqu'au bout de la Russie, hein, jusqu'en Sibérie, toutes les rivières sont inclinées vers le nord. Et non seulement il y avait dans le lac proglaciaire, il y avait l'accumulation de l'eau douce de glaciers, mais aussi les eaux continentales de ruissellement et qui venaient s'accumuler ici. C'est pour ça que le niveau d'eau variait assez vite et puis était aussi efficace. Et alors, quelle est la cause de tout ça? Eh bien, c'est ça. C'est simplement alors, c'est pas que cette flèche-là, c'est la plaque africaine qui vient cogner la plaque eurasiatique et qui, par épisode, vient la pousser. Et il faut mettre en corrélation ce bombement dont Robert Wins nous a présenté une synthèse en 2014 et qui montre bien que tout ça ici s'est soulevé. Ça, c'était au Miocène, c'est-à-dire il y a environ 15-20 millions d'années. Et donc toute cette mise en place ici, c'est pas étonnant qu'on ait eu tout ce dispositif hydrographique qui se soit installé comme ça, qui s'est organisé comme ça. Et donc ce qui est intéressant, c'est la permanence de ce dispositif. Et on est toujours actuellement dans cette permanence et on est toujours sous la pression de la plaque africaine contre la plaque asiatique. Tous les séismes qui se sont déroulés autour de la Méditerranée, c'est ça qui raconte. Donc pour terminer, on va enfin rester sur l'histoire locale de notre estuaire. On revient à ça. Maintenant qu'on connaît toutes les contraintes autour, on va essayer de voir comment on peut en retrouver l'expression sur notre estuaire. Le premier élément, c'est évidemment l'anticlinal du Boulonnais, avec les différentes couches de craie qui forment un espèce de tube qui descend vers l'est-sud-est. Et bon, ça dure un certain temps. On reviendra là-dessus, la notion de temps après. La deuxième séquence, c'est puisque ce relief était là, ici devant, c'est-à-dire au nord, il y avait la mer.
Et dans la mer se sont déposés toute une série de sédiments. Je n'ai figuré ici, je n'ai symbolisé que quelques couches, dont en bleu ce qu'on appelle l'argile des Flandres. Ces couches sont ici déposées et envahissent toute la Flandre, la Belgique, les Pays-Bas. Ça va en mer du Nord. Tout ça est bien connu et bien empilé en mer du Nord. Ce processus-là, de toute cette séquence-là, c'est pas que l'argile des Flandres, mais tout ça, toute cette séquence-là, ça s'est poursuivi pendant à peu près 40 millions d'années. Nous, ici, on a très peu de traces. On a un grand trou parce qu'à un moment donné, ça ne concernait plus notre territoire. C'est enregistré au nord, en Belgique et aux Pays-Bas. Mais ça a quand même fonctionné. Et donc, pourquoi ça se déposait plus ici? Bah, parce que c'était à l'air libre. Si c'était à l'air libre, ça veut dire que c'était soumis à l'érosion. Et donc, du coup, on a eu, à partir des reliefs, on a eu un système hydrographique qui s'est déposé et qui a délivré des cailloux, qui a transporté des cailloux peu à peu, qui ont progressé vers le nord. Et ces cailloux donc se sont étalés et on en retrouve la trace aujourd'hui, que ce soit sur les monts de Flandre, Watt, Éperlec, etc., ou alors autour d'Elfaux, du Bois des Dames, etc. On retrouve ces cailloux qui sont répartis un petit peu partout. Alors, ça, c'est sur le principe. Maintenant, si on essaye de mettre des dates là-dedans, regarder comment ça se passe, c'est là qu'on va s'apercevoir que ça prend du temps quand même, l'évolution. Elle est constante. On a dit tout à l'heure qu'elle était bien constante, mais bien stable, mais c'est une évolution qui est quand même permanente. Donc, une première séquence, celle de l'anticlinal, avec une partie déjà de l'anticlinal qui était déjà élevée, et puis, altération sous climat tropical, c'est là qu'on commence à avoir des dépôts avec des poches de dissolution, etc. Et puis, il y a une crise du côté de la Méditerranée, la plaque africaine qui pousse. Du coup, on a un à-coup, et du coup, ça rebouscule. L'anticlinal se redresse encore un petit peu plus, et on a tout le dépôt de cette séquence-là. Et là, ça dure longtemps. C'est apparemment stable pendant longtemps, mais c'est toujours le même dispositif qui fonctionne. Il n'est pas impossible que l'élaboration de l'anticlinal continue par un coup, mais ce n'est pas forcément des grands coups de semonce, quoi. On n'a pas, c'est difficile de trouver très très fin. Et puis, l'étape suivante, c'est là, apparemment, au Quaternaire, il se passe des choses un petit peu plus importantes et on n'a pas le détail encore, mais c'est justement, on a les cailloutis qui nous restent, qui se sont étalés au-dessus, mise en place du réseau hydrographique, et c'est là où les apports des archéologues deviennent très précis, parce qu'eux, ils sont beaucoup plus précis que les géologues, et vont nous permettre d'affiner le travail d'une période récente. Et c'est comme ça que, entre autres, Pierre-Antoine nous parlera la prochaine fois de la vallée de la Somme et vous expliquera en détail comment il peut reconstituer l'évolution du paysage sur le dernier million d'années. Pour terminer, deux images. Alors, le- dans notre région, le territoire régional, c'est essentiellement de la craie et puis les sables et les argiles qui sont ici, à part les massifs anciens qui sont en dessous. Mais en fait, si on fait une coupe verticale, on s'aperçoit que tout ce qu'on voit là en surface, ça n'est qu'une quelques centaines de mètres. C'est une toute petite pellicule en surface. Et en fait, on connaît mal ce qui se passe en dessous. La connaissance est essentiellement acquise à partir du profil écorce nord de la France, auquel j'ai eu la chance de participer, mais c'est quand même un peu court. Et puis seulement deux sondages dépassant les 3000 mètres, donc c'est quand même un peu court. Le bassin minier, lui, il n'a pas dépassé 1300 mètres en profondeur, donc c'est vraiment, on reste vraiment en surface. Et alors, ce que je veux évoquer là, c'est le fait que faut bien être conscient que euh, une interprétation,
c'est une représentation. C'est la représentation que l'auteur expose et pour montrer ça fonctionne. Et il expose son idée. Et cette représentation, elle peut varier dans le temps. Et en l'occurrence, dans la région, eh bien, on a deux épisodes très, très importants qui sont séparés par une période complètement creuse où il n'y a pas eu de dépôt ici. Et pendant longtemps, on a dit bah, c'est une autre chaîne de montagne. Maintenant, on sait que c'est un petit peu plus compliqué. Mais où se trouve la limite entre ces deux-là? Là-dedans, on ne sait pas. On ne sait pas encore. Moi et les autres, là, on n'ose pas encore tracer un trait là-dessus. Et si je vous dis ça, c'est parce que, en fait, ici, il y a une cinquantaine d'années, 40 ans, euh, notre ami Jean-Pierre Colbeau nous avait raconté ici, il nous avait parlé d'un cisaillement nord-artois qui était une grande, qui était oui, je suis en visio. Et qui était une grande, qui était une grande zone faillée qui séparait deux secteurs. Et puis, le problème, c'est qu'on a été très nombreux, moi aussi je l'ai fait, à considérer que ce qu'il appelait cisaillement nord-artois, c'était des failles physiques bien localisées. En fait, le concept de cisaillement nord-artois correspond en fait à tout un alignement complexe de failles qu'on est en train de décrypter tout doucement. Et Fabien Gravelot a repris l'analyse de ça et on va encore progresser là-dessus. Ça, c'est clair. Et pour terminer, mais là, je vais passer très vite. Euh, pour terminer, c'est la même carte que tout à l'heure, sauf que j'ai ajouté les canaux de jonction, c'est-à-dire les canaux que l'homme a construits pour franchir les lignes de partage des eaux. Il n'y a pas les canaux qui sont latéraux, c'est simplement les canaux de jonction. Et le plus ancien d'entre eux, ben voilà, 10e siècle, ça c'est Étienne Louis qui a bien mis ça en évidence, et Laurent Descottes qui a repris ça. Si on regarde ça, alors là je ne les commande pas, je les passe les uns après les autres. Si on regarde ça tranquillement, doucement, eh ben on reparcourt l'ensemble de l'histoire de France. Et c'est là qu'on s'aperçoit que l'intervention de l'homme était très importante depuis longtemps, puisque ça contribue entre autres à mettre en communication des volumes d'eau qui, a priori, n'étaient pas en communication entre eux et donc avoir des échanges, et pas seulement des volumes d'eau, mais du coup des échanges de sédiments, des échanges d'êtres vivants, que ce soit animal ou végétal, dans ces masses d'eau et sur les territoires qui sont concernés. Voilà. Donc, ah oui, bah, quand même. Et ici, on termine avec le canal Seine-Nord. Peut-être pour 2028, en tout cas, l'opération est lancée. Pour terminer, donc, que peut-on retenir de l'examen de cet estuaire? Donc, un territoire sédimentaire, donc en particulier un estuaire, ça résulte d'une co-construction. Qu'on le veuille ou non, on est en co-construction entre les différents acteurs, l'eau, l'espèce minérale, les espèces vivantes. Et donc ça mobilise différents mécanismes, mais il se trouve qu'il y a l'espèce humaine qui, elle, dispose de ces données, ces dotés d'outillage qui permettent d'avoir des interactions beaucoup plus puissantes que ce qui se faisait naturellement. Et on a développé ça, c'est pas mal, hein, c'est pas une condamnation du tout, sauf que comme on n'avait pas idée du tout de ce que ça donnerait par effet de cumul, c'est seulement aujourd'hui qu'on commence à prendre conscience des effets de cumul. On sait très bien que euh, un territoire comme ça, c'est d'un côté, on a les risques d'ennoiement, d'un autre côté, on a toute la fertilisation qui nous a donné, par exemple, le bassin de Saint-Omer, le marais de Saint-Omer, et puis ici les Watringues. Mais quand
L'institution des Watringues a développé un système qui est très bien et qui était adapté pour drainer les terres agricoles qui étaient gagnées sur la mer. Mais quand on demande aujourd'hui au même système d'être en plus l'ouvrage d'assainissement de tout le territoire, là on va trop loin et évidemment on ne peut avoir que des problèmes si on prend ça comme ça, si on ne le prend pas de façon systémique pour comprendre comment ça se présente. Donc, le risque d'inondation, c'est un problème qui se pose à l'échelle de l'individu. Évidemment, l'individu, il réagit très mal quand il est victime de ça. C'est tout à fait naturel. Mais c'est un problème qui doit se résoudre à l'échelle de la population en général et non pas individu par individu. On n'arrivera jamais à des solutions individuelles autour de ce problème-là. Ça doit être conçu de façon systémique à l'échelle de la population. Voilà, j'arrête là. Évidemment, le temps a été beaucoup plus court qu'au cours des répétitions. Merci de votre attention. Voilà. Donc, merci beaucoup, Francis. C'était très intéressant. Hop, je vais remettre ma caméra. De ce fait, je vous rappelle comment on fonctionne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat que je puisse les transmettre à Francis pour qu'il puisse y répondre. Et le temps que vous rédigiez vos premières questions, ce qui m'intéresse, c'est les projections. En- je comprends bien dans ton exposé que en fait, ce qui change, c'est ce qui conduit aux catastrophes de ces inondations, c'est la sensibilité des populations. On a construit, euh, on a construit là où il fallait pas construire, mais est-ce que c'est ça risque de s'empirer avec le réchauffement climatique? Si je dois aller au fond de mon idée. Et ce qu'on appelle le réchauffement climatique aujourd'hui, c'est un très bon prétexte. Le réchauffement climatique, il existe, bien sûr. Il n'est pas question de le mettre en cause, même si je me suis un petit peu amusé à parler du refroidissement climatique depuis 40 millions d'années. Mais c'est clair que Patrick, il a très bien montré la fois dernière que si on descend à l'échelle de 100 000 ans, sur les cycles astronomiques de 100 000 ans, oui, on est en réchauffement. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est que les activités humaines, depuis euh, plus que 300 ans, ont contribué à amplifier ce réchauffement. Il y a une accélération depuis 300 ans à cause de l'utilisation des combustibles fossiles. Ça, c'est très clair. Il faut vraiment être ringard pour ne pas admettre ça. Mais euh, comment? Mais les interventions de l'homme sont beaucoup plus larges que la simple utilisation des combustibles fossiles, et c'est ce que j'évoquais très rapidement à la fin, avec notamment les interventions sur l'eau et les échanges de masse d'eau qui ont été organisés par l'homme depuis plus de 1000 ans et dont on ne connaît pas encore. On n'a pas, là encore, il y a des gens qui euh, constate les conséquences de ça, les mélanges de population, les disparitions, etc. Mais tout le monde n'est pas conscient de ces changements-là. Et ces changements-là, euh, c'est, ça paraît être une évidence de dire aux gens de Blandec, de Arques, de Saint-Omer que s'ils sont installés sur la zone d'alluvion, ben, il vaudrait mieux qu'ils déménagent et puis ils aillent s'installer en dehors de la zone d'alluvion. Bon, ça paraît plus facile, mais comment dire à une espèce végétale qui a tout d'un coup bénéficié de l'ouverture d'un canal et elle est allée envahir un autre cours d'eau et puis qu'elle doit reculer. Bon, c'est, je veux pas réduire, je suis peut-être un petit peu compliqué, mais je veux pas réduire la part d'intervention de l'homme uniquement à l'aspect euh, réchauffement climatique. Hmm. C'est beaucoup plus large que ça et il faut réfléchir sur l'ensemble et pas uniquement sur l'histoire du réchauffement climatique. Il ne faut pas faire une obsession avec ça. C'est clair,
la, la conférence que le 3 octobre, Dominique Poissonnier nous donnera de Météo France, elle nous donnera sur le campus, à la Cité scientifique, montrera bien que l'inertie de l'atmosphère est telle que, au point où on en est, de toute façon, si on arrêtait brutalement du jour au lendemain tous les excès de production de chaleur, on en a encore pour 10 à 20 ans d'évolution dans le même sens avant d'en voir une transformation, un effet positif. Ça veut dire quoi, quoi? Ça veut dire qu'on en est vraiment à construire ce que les générations suivantes enfin, ce dont elles vont bénéficier ou ce qu'elles vont subir. Et qu'on n'en verra peut-être même pas les résultats. En tout cas, moi, je ne les verrai pas. Donc, c'est vraiment une réflexion beaucoup plus large. Il faut prendre du recul. J'ai parfaitement conscience que je ne résous pas les problèmes des gens qui se posent la question de leur maison. Mais je suis pas à cette échelle-là. Il faut vraiment qu'à l'échelle de la population, il y ait une de conscience plus large des transformations qui ont été introduites. Voilà. Et dans un contexte qui est lui-même évolutif. Voilà. Hmm. Ah, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Gaël te demande c'est quoi l'anecdote? Nous, on est resté là-dessus. C'est quoi l'anecdote? Ben, je vais revenir là ici sur le terri. Le terri ici, c'est simple et ça illustre bien. Et Charbonnage de France n'avait pas non plus conscience, pas plus que nous, de ce qui se passait à ce moment-là. Vous savez, ça, c'est le terri Sainte-Henriette qui est à la croisée des autoroutes A1 et A21. Euh, Quand il a été question un charbonnage s'en aille, et puis que fait-on des terris, etc., il y a eu à un moment donné l'idée de raser ce terri. Et puis, beaucoup de voix se sont élevées pour dire, ah non, c'est un signal psychologique, c'est le sang des mineurs, etc., etc. Bon, d'accord, on laisse le terri Saint-Henriette tranquille. Mais derrière, ici, pas sur la photo, en dehors de la photo, derrière, il y a un autre terri, plus petit, dont l'exploitation avait été commencée. Et là, l'accord a été donné pour exploiter ce terri-là. Tant qu'à faire, ben, on ne peut rien faire d'autre, donc on va exploiter le matériau. Et puis, et puis, on a eu la surprise, même si Charbonnage de France n'a jamais voulu le reconnaître, mais on a quand même été beaucoup d'acteurs à constater que, eh bien, au fur et à mesure que l'exploitation du terri à l'arrière se faisait, eh bien, on constatait que sur le versant oriental du terri Sainte-Henriette, il y avait tous les ans, à l'époque hivernale, quand il y avait des fortes précipitations, il y avait tous les ans des reprises d'érosion. Et on est arrivé, et jamais sur les autres côtés. Et on est arrivé à l'idée que c'était simple. En fait, on était en train de soulager la pression ici derrière et que du coup, il y avait un réajustement du sol et un basculement du terri. Évidemment, à, à- à vue d'œil comme ça, c'était impossible à imaginer. Et Charbonnage avait beau jeu de dire, mais non, c'est pas vrai, etc., etc. Il y a eu quelques mesures qui ont été prises. Il y a eu aussi des modélisations géomécaniques qui ont été faites. Et j'ai participé à l'une d'entre elles. Donc il y a eu des modélisations, des calculs qui ont été faits, différents modèles qui ont été faits, qui ont tous abouti au même résultat. Effectivement, cet exemple-là nous montre bien que les interactions, à peine perceptibles, mais bien efficaces. Donc, soulager ici l'arrière permettait de décomprimer le sol et donc de basculer suffisamment le terri pour que la pente ici, à la pente orientale, devienne plus forte et du coup devienne sensible à la moindre déstabilisation. Le petit détail, comme vous le savez très bien, c'est qu'il y a le TGV qui passe en bas, juste au pied. Et donc, toutes les administrations,
toutes les administrations ont envoyé un courrier à Charbonnage de France et à la SNCF pour demander à la SNCF de ne pas faire passer le TGV là ou de faire passer autrement, etc. La- le TGV, la SNCF n'a pas bronché et a endossé la responsabilité d'un accident. Mais comme je disais toujours à mes étudiants, l'avantage du TGV, c'est qu'il passe vite. Bon. Mais quand même, cet exemple-là illustre très bien que des mécanismes naturels de tendance vers un équilibre à restaurer, et que l'équilibre est dynamique et qu'il y a sans arrêt tendance, dès qu'on rompt un équilibre, il a tendance à se restaurer, mais c'est pas forcément dans le sens qui nous intéresse, quoi. Voilà. Mais c'est une très belle illustration, ça. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je peux te demander de mettre les dernières slides pour que je fasse la conclusion. Encore merci pour ta présentation. Le prochain est prévu le 10 octobre de 17 à 18 heures, comme tu l'as évoqué, et portera sur l'histoire des rivières au Quaternaire, avec le cas particulier de la Somme, et sera donné par Pierre-Antoine, qui est directeur de recherche au CNRS. Donc, si vous avez coché la case dans le formulaire de contact et le formulaire d'inscription de ce webinaire, j'aurai l'occasion de vous envoyer les informations d'inscription pour le prochain. Donc, je vous rappelle que ces webinaires sont organisés par le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France et la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement, du logement des Hauts-de-France. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vais couper l'enregistrement. Merci à tous, encore une fois, d'être venus.